On entend souvent qu'en bourse, pour un particulier, essayer de choisir ses propres actions, c'est une bataille perdue d'avance. Que l'indice y gagne toujours, que la seule voie raisonnable, c'est de se fondre dans la masse des ETF. Mon objectif avec cette vidéo, c'est de décortiquer avec vous pourquoi je ne fais pas du 100% ETF, à qui s'adressent les actions en direct et comment je construis les convictions qui guident mes achats. Le but, comme toujours, ça va être d'enrichir votre propre réflexion. Et ne nous abrutis pas d'indicateurs financiers. S'il faut un master en comptabilité pour suivre, ça ne va pas le faire. Ça marche. Allez, on regarde ça ensemble. Alors pourquoi on entend souvent qu'acheter des actions en direct, c'est pas fait pour les particuliers? Généralement, le procès qui leur est fait, il repose sur deux chefs d'accusation. Le premier, c'est de dire « les études démontrent que les particuliers font moins bien que les indices ». Alors j'ai été voir les études en question et j'ai constaté quelque chose qui m'amène à pas prendre au pied de la lettre leurs résultats et à les relativiser. C'est qu'elles incluent les particuliers qui font du trading. C'est-à-dire qui achètent et qui revendent des actions dans la même journée, dans la même semaine. Et ça, bien sûr, ça fausse tout. Parce qu'une grande majorité de ceux qui font du trading, ils font moins bien que les indices. Même pire que ça, ils sont perdants en valeur absolue. Ça, c'est assez facile à constater, puisque si on regarde les courtiers spécialisés trading, qui sont obligés par la réglementation dans de nombreuses zones d'afficher les pourcentages de perdants, eh ben on constate en général que 70 à 80% des particuliers perdent de l'argent. Donc ces études qui sont mises en avant, pour certaines, elles sont biaisées. On mélange des spéculateurs qui gardent une action 2 heures et des investisseurs qui la gardent 10 ans. Et on obtient une moyenne qui ne veut plus rien dire. D'ailleurs, si on regarde la plus pointue de ces études, qui affine en faisant justement la distinction entre les court-termistes et les investisseurs long terme, on constate que les investisseurs les plus patients, ceux qui tournent le moins leur portefeuille, ils affichent des performances bien supérieures aux autres et ils parviennent à rivaliser avec les indices. Le deuxième argument qu'on entend souvent, c'est que les statistiques démontrent que les ETF font mieux que les gérants de fonds traditionnels. Et on nous présente ça comme une chaîne hiérarchisée. L'ETF domine le gérant professionnel qui lui-même écraserait l'investisseur particulier grâce à ses moyens et à ses outils. C'est un raccourci douteux. Les gérants de fonds ont des contraintes que les investisseurs particuliers n'ont pas. Exactement. Un gérant de fonds, il a des contraintes réglementaires ou encore commerciales. Il doit rendre des comptes chaque trimestre et il manœuvre un paquebot qui n'aura jamais l'agilité dont dispose un investisseur particulier. Voilà pour les quelques éléments de réflexion qui m'amènent à ne pas me concentrer uniquement sur les ETF, mais aussi à faire du stock picking, c'est-à-dire de l'achat d'actions en direct. Cerise sur le gâteau, c'est une démarche que je trouve beaucoup plus intéressante que de s'intéresser au fonctionnement d'entreprises spécifiques. Alors je dis pas que c'est une vision qui s'impose, je répète, il y a plein de manières de réussir en bourse. Allez, maintenant qu'on a vu le pourquoi, on va passer au comment. Comment je sélectionne mes actions. Il existe environ 41 000 entreprises cotées en bourse dans le monde. Si on ne délimite pas son terrain de jeu, on s'éparpille, on se noie dans une multitude d'entreprises. Warren Buffett, l'un des plus grands investisseurs de l'histoire, appelle ça le cercle de compétences. C'est ça. On ne peut pas tout maîtriser. L'enjeu, c'est pas d'avoir le cercle de compétences le plus large, mais d'être capable d'en définir précisément les limites. Je préfère suivre quelques dizaines d'entreprises sur une période longue, bien m'imprégner de la manière dont elles respirent aux différents cycles, dont elles réagissent par exemple en temps de crise, plutôt que d'essayer de scanner la Terre entière. Donc terrain de jeu limité, zone géographique limitée, et comme en France on a une fiscalité avantageuse sur le PEA, je me concentre sur l'Europe et la France, pour la partie action en direct. Mais on est au 21e siècle. Pourquoi se limiter à la France ou à l'Europe, alors que la croissance est aux USA ou en Asie? Et je comprends ce que tu veux dire, mais il y a plusieurs raisons pragmatiques qui me conduisent à ce choix. La première, c'est que je m'expose aux US et à la Chine à travers des ETF. Ça me permet de bénéficier de la croissance de Nvidia ou de Xiaomi, mais dans un cadre fiscal plus avantageux que si je les achetais en direct. La seconde raison, c'est qu'il ne faut pas confondre place de cotation et exposition économique. Une entreprise cotée à Paris, c'est pas le reflet de la santé de l'économie française. Elle est souvent un leader mondial. Le CAC 40, qui suit les actions dites françaises, il réalise plus de 75% de son chiffre d'affaires hors de nos frontières. D'ailleurs, si on regarde la performance en bourse des entreprises cotées à Paris, on n'a pas à rougir. Sur les 40 dernières années, les actions françaises ont progressé de 8,8% par an. En comparaison, les actions mondes ont progressé de 8,6%
et les actions US de 10%. Alors, est-ce que cet écart de 1,2% entre les US et la France, il justifie l'écart de fiscalité ? En France, si vous achetez des actions US en direct, vous paierez la flat tax à hauteur de 31,4% sur vos gains. Avec le PEA après 5 ans, vous n'êtes taxé qu'à 18,6% par an. Avantage auquel on ajoute en plus un effet tunnel, puisqu'on est taxé qu'à la sortie et pas au fil de l'eau. Sur le long terme, cet écart fiscal, c'est comme un vent de face permanent pour les investissements étrangers en direct. Allez, on a vu le pourquoi j'achète, le où j'achète, on passe maintenant au comment. Alors, les critères qui vont guider notre choix d'action, on peut les synthétiser en 4 points. La qualité, le prix, la croissance des résultats et la cohérence du choix spécifique de l'action ciblée au sein de notre portefeuille. Alors pour les 2 premiers, la qualité et le prix, c'est nos 2 boussoles naturelles. C'est exactement le même réflexe qu'on a dans la vie de tous les jours. On cherche le meilleur rapport qualité-prix. La qualité pour une entreprise, c'est sa capacité à protéger ses profits de façon pérenne. On va regarder si elle a des avantages sur ses concurrents au sein de son marché. On va analyser ses marges ou encore si sa dette est soutenable. Je vous mets dans la description des indicateurs financiers qu'on a coutume d'utiliser sur le sujet. Ensuite, le prix. Alors, précision, c'est pas parce qu'une action est affichée à 10 € qu'elle est moins chère qu'une action à 100 €. Exemple, si une société est composée d'1 million d'actions à 10 €, elle vaut 10 millions. Et une entreprise qui est composée de 100 000 actions à 100 €, elle vaut 10 millions aussi, exactement le même prix. Pour analyser le prix d'une action, on a coutume de regarder en combien d'années de bénéfices on va récupérer notre prix d'achat. Par exemple, si demain, vous envisagez d'acheter un petit commerce, si on vous en demande 100 000 € et qu'en regardant les comptes, vous constatez que chaque année, il dégage 10 000 € de bénéfices, vous pouvez espérer, si ces bénéfices restent stables, bien sûr, être remboursé de votre investissement en 10 ans. En langage boursier, on dit qu'elle a un PER de 10. Donc si c'est pas cher, on achète direct. Un PER de 5, c'est forcément une bonne affaire, c'est ça ? Non, pas exactement. Il faut vraiment analyser ces critères dans leur ensemble. Parce que pour le prix, ce qui compte, c'est aussi celui auquel on pourra revendre l'action. Le prix, il veut rien dire s'il n'est pas mis en perspective avec la croissance et avec la qualité. Une société qui fait beaucoup de croissance et de manière solide, elle aura forcément un PER plus élevé. Mais ça sera probablement une meilleure affaire. Donc on regarde systématiquement ces 3 critères. Ce qui va changer en fonction de notre style d'investissement, c'est la manière dont on les hiérarchise. Par exemple, quelqu'un qui fait un premier tri en regardant le PER, donc le prix, on appelle ça le style value. Mais il regarde quand même les 2 autres critères. Et idem pour ceux qui choisissent le style quality ou growth. Ensuite, 3e critère, la croissance. Vous l'aurez compris, c'est assez simple. On va regarder si les ventes et les bénéfices progressent d'année en année et à quelle vitesse ils le font. Alors, précision là-dessus, il y a croissance et croissance. Une entreprise qui croît en gagnant des parts de marché, ce qu'on appelle la croissance organique, c'est le signe d'une bonne vitalité. Alors que si elle croît uniquement en rachetant ses concurrents à coup de dette, ce qu'on appelle la croissance externe, c'est une stratégie qui est plus risquée et souvent plus coûteuse. Enfin, le dernier critère, il n'est pas lié à l'analyse de l'action en elle-même, mais à la manière dont celle-ci vient compléter le puzzle de notre portefeuille. Exemple, si dans notre portefeuille, on a un ETF qui contient beaucoup de valeurs tech américaines, si on s'intéresse à ASML, qui est une entreprise hollandaise qui construit des machines qui servent à fabriquer les composants liés à l'IA, ça sera peut-être un bel achat. Mais ça ne va pas forcément bien compléter notre portefeuille. Parce qu'il y a de fortes chances qu'ASML évolue dans les mêmes timings et au même rythme que les valeurs tech américaines. En général, quand on construit un portefeuille, on s'attache à diversifier et donc à multiplier les secteurs d'activité et les zones géographiques. Ça va nous réduire la volatilité, c'est-à-dire le côté dents de scie de l'évolution des actions. Alors, pour analyser les différents critères, je vais vous partager les principales questions que je me pose quand j'analyse une société. Et ensuite, on va regarder des exemples. Première question, quelle est son activité? Quels sont ses clients? Quel est son périmètre? Ça paraît bête, mais si vous demandez à un actionnaire d'Air Liquide de vous dire ce que vend la société, qui sont ses clients, où ils sont, vous verrez tout de suite s'il comprend vraiment ce qu'il possède ou s'il a simplement suivi la foule. En bourse, la règle d'or, elle est simple. Si vous ne pouvez pas l'expliquer, vous ne l'achetez pas. En 2, comment aura évolué le cœur de métier dans 20 ans?
Où en sera le produit, le service vendu? Sera-t-il toujours indispensable? Est-ce qu'il n'aura pas été disrupté par une innovation? C'est une question capitale à se poser. Il existe une étude célèbre en finance comportementale. On a demandé à 2 groupes de choisir des placements. Au premier, on a montré les risques sur 1 an. Au second, on a imposé une projection sur 20 ans, sans possibilité de vendre. Résultat, vous en doutez, le groupe bloqué sur 20 ans a fait des choix bien plus intelligents, y compris d'ailleurs si on regardait leur performance 1 an après. Troisième question, quel est son avantage concurrentiel? On appelle ça en langage boursier le moat, littéralement les remparts. Est-ce que c'est une activité où il y a des barrières à l'entrée? Ou est-ce qu'un concurrent pourrait venir facilement prendre des parts de marché? Le moat, c'est un critère super important pour mesurer la force et la résilience d'une entreprise. Ça peut être par exemple une marque iconique très forte, ou alors des brevets technologiques, ou un réseau de distribution tellement dense que personne ne pourrait le copier. Quatrième point, ceux qui financent l'entreprise, est-ce qu'ils lui font confiance? Les entreprises, elles se financent en réalité très peu avec les actions. Elles empruntent auprès des banques et des détenteurs d'obligations. Pour comprendre une société, il faut vraiment comprendre comment elle se finance. Si ces prêteurs exigent des taux d'intérêt élevés, ça veut dire d'une part qu'ils pressentent un risque, et d'autre part, ça va créer des coûts supplémentaires qui vont être préjudiciables au résultat. Faites des recherches sur la notation de crédit de l'entreprise. Je vous mets ici une grille d'une des agences de notation. Si la note elle est en dessous de BBB, triple B, c'est que les prêteurs ils commencent à avoir des doutes sur la survie à long terme de l'entreprise. Vous allez trouver généralement la notation de crédit sur le site web de la société dans l'espace investisseur. Pour ceux qui se servent de leur IA pour faire des recherches, je vous mets dans la description un exemple de prompt pour bien faire le tour de cette question. En combien de temps l'investissement il est remboursé? Donc là, on s'intéresse au prix. On a parlé tout à l'heure du PER, du ratio prix sur bénéfice. Notez chez moi que cette question est bien en 5e position, même si je suis très vigilant au prix. 6e question, comment sont utilisés les bénéfices? En jargon boursier, on appelle ça l'allocation du capital. Est-ce que le management est réinvesti pour la croissance? Ou est-ce qu'il reverse les bénéfices aux actionnaires sous forme de dividendes ou de rachat d'actions? C'est l'un des rôles les plus critiques d'un dirigeant. Décider quoi faire de chaque euro gagné. Alors, il n'y a pas de choix qui soit systématiquement meilleur qu'un autre. Ah bon? J'avais cru comprendre que plus les dividendes sont élevés, mieux c'est. Pas toujours. Si on analyse une entreprise qui est sur un secteur mature, dont le potentiel de croissance nouvelle il est faible, comme par exemple les télécoms. Là, effectivement, on va souvent préférer que l'entreprise reverse les bénéfices aux actionnaires. Par contre, si on est dans un secteur à la croissance potentielle élevée, dont l'activité elle n'est pas encore consolidée, comme c'est souvent le cas par exemple pour les valeurs de la tech. Là, il va être souvent préférable que le management réinvestisse les bénéfices. Et dans ce cas, notre travail d'analyse de l'action, ça va être d'évaluer la qualité du management dans cet exercice. Enfin, en 7, quelles sont les prévisions pour l'avenir? On va se confronter à ce qui est anticipé, en premier lieu par le management. Chaque année, les sociétés elles publient leur guidance, c'est-à-dire ce qu'elles prévoient pour l'année à venir et les années suivantes. Et puis de l'autre côté, on a aussi ce qu'on appelle le consensus des analystes. C'est la moyenne de ce que prévoient les experts des grandes banques. Beaucoup de sociétés affichent cette moyenne sur leur site. S'ils sont tous d'accord pour dire que ça va monter, c'est que c'est gagné, non? Pas exactement. L'avenir, il est jamais écrit d'avance. Le cours de l'action, si on le voit varier en permanence, c'est qu'il n'arrête pas de s'ajuster en fonction de la confiance qu'accorde le marché au scénario central qui est défini par ses prévisions. Les connaître, ça va nous permettre du coup de bien comprendre les mouvements du cours. Alors, pour tester notre liste de questions, on va se pencher sur 2 actions françaises. D'un côté, on va prendre Veolia, le leader de l'eau, et de l'autre Téléperformance, le leader mondial des centres d'appel. Pour l'exercice, on va revenir 3 ans en arrière. Comme ça va nous permettre de voir comment nos critères ont évolué par la suite. Alors sur le métier d'abord, on a d'un côté des services aux collectivités, principalement l'eau et la gestion des déchets, et de l'autre, on a la gestion de la relation client, notamment avec des centres d'appel. On est sur 2 leaders mondiaux. Question 2, la visibilité à 20 ans. Chez Veolia, elle est très élevée. On aura bien sûr toujours besoin d'eau dans 20 ans. Mais chez Téléperformance, le métier en lui-même, il est susceptible d'être menacé. On est en 2023, on commence à se dire que si une IA peut répondre à une grande partie des clients, quel va être l'avenir des 500 000 employés du groupe? Question 3, le moat.
Alors Veolia, il y a des remparts physiques, il y a des infrastructures, on ne peut pas les copier, et puis les concessions avec les collectivités, elles sont sur de très longues périodes, avec des revenus qui sont indexés sur l'inflation. Téléperformance, de son côté, elle a un mode qui est basé sur l'échelle et sur les processus humains. Mais là encore, l'IA est susceptible de niveler ses avantages, de favoriser l'émergence de concurrents et d'entraîner une perte de part de marché. Sur le financement, en 2023, pas de sujet. On est face à deux sociétés qui sont solides et bien notées. Question 5, maintenant le prix. Alors Veolia, elle affiche un PER de 15, c'est son prix historique. Sur ce type d'activité, qu'on appelle les utilities, les PER, ils sont jamais très élevés, parce qu'on est sur des marges et de la croissance qui sont moins élevées que dans d'autres secteurs. Téléperformance, elle affiche de son côté un PER quasi similaire, 16. Mais c'est un prix qui apparaît à ce moment-là super attractif. Parce qu'historiquement, le titre, il se payait plutôt aux alentours de 30 fois les bénéfices. L'action, du coup, elle apparaissait bradée il y a 3 ans. L'allocation du capital maintenant. Alors chez Veolia, les bénéfices, ils sont en grande partie reversés aux actionnaires via le dividende. Téléperformance, de son côté, dépense à ce moment-là des milliards pour acheter un gros concurrent. Ils foncent. Mais comme notre question numéro 2, elle a montré que la visibilité, elle est mauvaise à cause de l'IA, cette accélération, elle devient très risquée. Est-ce que quand on entre dans le brouillard, c'est le bon moment pour accélérer? C'est tout le sujet de l'allocation de capital. Se demander si le management prend des décisions qui nous évitent une situation de risque inconsidérée. Enfin, sur les prévisions, alors côté Veolia, on est sur un long fleuve tranquille, une croissance modérée. Côté Téléperformance, le management est optimiste et considère que le risque lié à l'IA, que certains analystes commencent à soulever, il n'existe pas ou très peu. Alors le verdict maintenant. Si on s'était arrêté aux chiffres financiers et au prix, on aurait certainement choisi Téléperformance. Mais à travers cette grille de questions, et notamment celle liée à la visibilité, au moat et à l'allocation de capital, elle aurait certainement pas passé nos filtres. 3 ans plus tard, Veolia a progressé de 34%, dividende inclus, quand Téléperformance a perdu plus de 70% de sa valeur. Voilà pour l'analyse. Vous noterez que ça demande un peu de travail d'étudier les actions. C'est pour ça qu'il est tout à fait normal qu'une partie des investisseurs préfèrent se limiter aux ETF. Mais si vous êtes encore là, je pressens que vous faites partie de ceux qui vont prendre goût à ce type d'analyse. J'espère vous avoir apporté de la valeur et je vous souhaite de belles aventures en bourse.